est-ce que la Commission fait toujours la même chose? On a la chance formidable d'avoir Bruno Giancarelli avec nous aujourd'hui. Il a participé aux travaux qui ont permis à ce nouveau cadre d'émerger. Et donc, sans plus attendre, j'ai vraiment hâte de vous entendre pour que vous nous expliquiez comment ce cadre a émergé et en quoi peut-être nous devons être rassurés. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci à Sciences Po qui m'est particulièrement cher. Merci au Cercle Montesquieu. Merci à l'Assemblée nationale qui nous reçoit aujourd'hui. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, de Colbert à Victor Hugo. Alors, dans les prochaines minutes, dans les minutes que j'ai à disposition, je voudrais tout d'abord rappeler comment nous avons abordé à la Commission européenne. Je vais diriger l'équipe de négociation qui a abouti à ce cadre, comment nous avons abordé à la Commission européenne ces négociations pour un nouveau cadre transatlantique en matière de transfert des données. Quels sont les principes directeurs que nous avons suivis dans ces négociations et comment, de quelle manière ces principes se reflètent dans l'accord auquel nous sommes parvenus. Cet executive order, comme vous l'imaginez, n'est pas tombé du ciel. Nous en avons discuté des années, des mois avec les États-Unis. Comment ces paramètres se reflètent dans l'accord auquel nous sommes parvenus et qui fait l'objet de la décision d'adéquation qui vient d'être rappelée. Alors, le point de départ, c'est bien entendu l'arrêt Schrems II qui vient d'être rappelé. Et qui a invalidé le cadre précédent. Alors, cela m'amène immédiatement, je dois être un peu plus lent pour permettre à l'intelligence artificielle de se déployer. Alors, cela m'amène, donc, le point de départ, c'est l'arrêt Schrems II. Cela m'amène immédiatement au premier paramètre, au premier principe directeur de ces négociations, l'arrêt Schrems II, et plus en général, la jurisprudence de la Cour de justice qui s'est développée depuis cet arrêt, constituait notre mandat pour ces négociations. Il ne peut évidemment pas y avoir de cadre solide s'il n'est pas en conformité avec cette jurisprudence. C'est une question de conformité, c'est une question de sécurité juridique, mais c'est aussi tout d'abord pour nous, institutions publiques, institutions européennes, une question d'état de droit. Le respect de la jurisprudence de la plus haute juridiction qui existe en Europe. Et donc, il s'agissait de répondre aux critiques de la Cour qui concernaient exclusivement, c'est un point qu'il convient de rappeler, un scénario particulier, important mais très particulier, à savoir l'hypothèse dans laquelle des données transférées d'un opérateur commercial en Europe à un opérateur commercial aux États-Unis pourraient faire l'objet ou font l'objet d'un accès de la part des services de renseignement des États-Unis. Chose qui, bien sûr, peuvent se passer aux États-Unis, comme elles peuvent se passer ici, comme elles peuvent se passer dans tout système moderne qui a un système de sécurité nationale de renseignement. Alors, à cet égard, parce que je commence à répondre à votre question sur c'est toujours la même chose, à cet égard, nous nous trouvions dans une position différente par rapport à l'arrêt Schrems. Premier arrêt Schrems, l'arrêt Schrems 1, qui avait annulé le Safe Harbor. Alors que cet arrêt avait annulé le Safe Harbor pour essentiellement un défaut de motivation. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au début de ce siècle, personne, ni les autorités de protection des données, ni mes prédécesseurs à la Commission, ne pensaient, ne savaient que le droit exigeait, d'une certaine manière, de suivre la donnée et de couvrir aussi, lorsqu'on adoptait ces décisions d'adéquation, l'hypothèse, le scénario dans lequel des autorités publiques d'un pays tiers voudraient avoir accès à des données. Et donc, quand la Cour dans le cadre de l'arrêt du contentieux Schrems 1 a ouvert la décision d'adéquation, elle a simplement constaté qu'il n'y avait rien sur ce sujet. Et dès lors, l'invalidation. Situation différente, l'arrêt Schrems 2. Parce que l'arrêt Schrems 2, on avait un cadre imparfait, bien entendu, selon la Cour de justice, mais l'arrêt Schrems 2 nous a fourni un catalogue de critères à remplir, à satisfaire lorsqu'on doit adopter ce type de décision. Cela n'a pas, évidemment, rendu les négociations plus aisées, bien au contraire, dans un domaine, comme vous pouvez l'imaginer, dans un domaine, on pense aux États-Unis, mais imaginez imaginons d'autres pays, dans un domaine évidemment extrêmement sensible de mise en balance des libertés publiques, d'une part, et de la protection légitime de la sécurité nationale. Ça n'a pas rendu ces négociations plus aisées, mais cela a, selon nous, permis de développer un cadre qui répond précisément, cette fois-ci, aux critères
précis posés par la Cour de justice dans l'arrêt Schrems II. Et cette analyse est reflétée dans les, je ne me souviens plus, les 100 pages ou plus de notre décision d'adéquation. Premier paramètre, donc, l'arrêt Schrems II, notre mandat de négociation. Second paramètre, l'effectivité des sauvegardes, du système de protection que nous avons développé avec les États-Unis. En d'autres termes, notre objectif était bien sûr de trouver des solutions, comme je viens de dire, qui satisfaisaient les critères posés par la Cour, mais qui, si vous passez l'expression, fonctionnent, marchent dans le système américain. C'est toute la complexité, mais d'une certaine manière aussi la beauté des négociations internationales. On interagit avec un autre système qui a, là aussi c'est tout à fait légitime, ses propres spécificités juridiques, constitutionnelles, institutionnelles. Ça vaut pour toute négociation internationale, cela vaut d'autant plus lorsqu'on négocie des droits, lorsque le sujet des négociations porte sur des droits fondamentaux, ou évidemment domaine dans lequel la question de l'effectivité des protections est essentielle. Hein? To switch to English, from law in the books to law in practice. Ça, c'est très important, hein? Parce qu'on peut avoir le plus beau système qu'on veut sur le papier, mais que se passe-t-il lorsque ces droits sont exercés, lorsque ces recours sont utilisés? Alors, permettez-moi de vous donner un exemple du type de problématique qu'on a dû affronter, je pense, on a résolu à cet égard. Et d'une certaine manière, ça va vous donner aussi une illustration de la méthode que nous avons suivie. Ça concerne le droit au recours. Aux États-Unis, c'est un critère constitutionnel. Je pense que personne ne pensait que nous arrivions à changer, à modifier la Constitution des États-Unis. Mais l'accès aux tribunaux de l'ordre judiciaire est soumis à ce que nos amis américains appellent le standing, c'est-à-dire des critères en termes d'interagir, de recevabilité. Et donc, pour avoir accès aux tribunaux de l'ordre judiciaire, il faut démontrer un dommage, ou à tout le moins un préjudice que le particulier aurait subi. Injury, dans la terminologie juridique américaine. Or, en matière de surveillance, de renseignement, et encore une fois, ce n'est pas une problématique propre aux États-Unis, c'est une problématique à l'effectivité de l'exercice des droits dans un domaine comme la sécurité nationale. En matière de surveillance de renseignement, ces exigences en matière de démonstration d'un domaine ou d'un préjudice subi peuvent représenter un obstacle difficile, très difficile, sinon impossible à surmonter. Pourquoi cela? Parce qu'il s'agit, comme on s'en rend compte, d'un domaine dans lequel le plus souvent, et pour des raisons évidentes d'efficacité des opérations de nos services de renseignement, l'individu, le justiciable, n'est pas informé, n'est pas au courant du fait qu'il est l'objet de mesures de surveillance. Alors, si vous n'êtes pas au courant que vous êtes l'objet de mesures de surveillance, c'est bien sûr encore plus difficile de démontrer d'avoir subi un préjudice. D'où la nécessité, si l'on voulait garantir, et si l'on veut garantir un recours effectif, d'avoir des conditions de recevabilité peu strictes, favorables aux particuliers. Alors, je suis désolé de descendre dans ce type de détails, mais c'est très important pour comprendre comment ces négociations se déroulent et quels sont les paramètres, encore une fois, qu'on a suivis et appliqués. Donc, alors, pour contourner cet obstacle, nous avons alors décidé, avec nos homologues américains, de travailler sur l'institution d'un tribunal de l'ordre administratif, le fameux Data Protection Review Court, DPRC, en nous appuyant sur des précédents, notamment en matière d'immigration aux États-Unis, et sur 2 arrêts de la Cour suprême qui ont reconnu que le pouvoir exécutif peut instituer des tribunaux administratifs, avec bien sûr le pouvoir contraignant, notamment en termes de décision, de remèdes, mais indépendants, institués par le pouvoir exécutif, qui font partie de l'ordre administratif, mais qui, et je reviendrai sur ce point, sont indépendants et sont dotés de tous les pouvoirs nécessaires. Alors, je reviendrai sur ce point, on en reviendra sûrement dans nos discussions, mais notons dès à présent que c'est une solution qui est proche de celle qu'on connaît en Europe, y compris en France. Troisième et dernier paramètre, c'est le plus complexe, mais aussi, je dirais, parfois le plus oublié ou le plus sous-estimé, à savoir que les critères posés par la Cour de justice et les solutions que nous avons dû élaborer concernent un domaine très particulier
j'ai déjà mentionné évidemment, celui de la sécurité nationale, qui est caractérisé tout d'abord dans nos systèmes et dans notre jurisprudence par des exigences, par exemple en termes de confidentialité, et une mise en balance spécifique. Pour prendre l'exemple du droit au recours, nous ne parlons pas du droit au recours standard, classique, tel que nous l'envisageons dans le cadre civil, commercial ou même dans le cadre pénal, mais dans un domaine, celui de la sécurité nationale, dans lequel toutes nos cours suprêmes, au niveau européen, Cour de justice, CEDH, ou au niveau national, Cour constitutionnelle, ont reconnu une mise en balance entre différents droits, différents objectifs d'intérêt général et d'autres considérations, qu'il s'agisse de la transparence des débats, de la manière dont le respect du contradictoire est assuré, de l'application même des principes de proportionnalité et de nécessité et de proportionnalité. C'est donc sur ces solutions avalisées par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de justice, par nos cours constitutionnels, dans ce domaine particulier, c'est sur la base de cet équilibre, de cette mise en balance, que nous avons, que nous nous sommes inspirés pour développer les solutions qui ont été déjà évoquées. J'en viens à mon dernier point. Comment ces paramètres, ces critères se reflètent dans les solutions que nous avons, sur lesquelles nous sommes mis d'accord avec les Américains, et qui sont au cœur du nouveau cadre, et qui sont au cœur donc, de notre décision d'adéquation. Alors, ces négociations ont abouti à un cadre profondément renouvelé. Il ne s'agit pas d'une simple évolution du cadre précédent du Privacy Shield, mais d'un changement de système d'approche, se reflétant notamment dans le fait que, alors qu'en matière d'accès des autorités aux données, les cadres précédents, ces Harbor, Privacy Shield, ont été élaborés, pour ainsi dire, à droit constant. Il s'agissait de refléter, comme on prendrait une photographie, certaines sauvegardes jugées insuffisantes entre-temps par la Cour de justice, de les refléter dans des décisions d'adéquation. Nous avons obtenu, alors que justement ces cadres ont été développés à droit constant, nous avons obtenu ici une modification du droit américain, dans un domaine d'ailleurs particulièrement sensible. Et ces modifications ont créé, et là aussi c'est une innovation importante, le moins qu'on puisse dire, ont créé des droits, des obligations contraignantes pour les services de renseignement et des droits opposables. Alors, là aussi, je suis sûr qu'on va en discuter, certains pensent que le verre est à moitié rempli, d'autres qu'il est à moitié vide. Mais il faut bien penser que dans l'ordre international, s'il y a un domaine où ces choses se passent entre gouvernements, à l'abri de 4, de 8, de 12 murs, et dans des salles bien calfeutrées, c'est bien celui de la sécurité nationale. Ici, nous avons pour la première fois, ou une des premières fois, la reconnaissance du particulier, de l'individu et des droits, qui sont reconnus, d'ailleurs, un individu en particulier, pour la première fois, pas un individu en particulier américain ou résident aux États-Unis, mais un individu étranger, qui bénéficie, qui est bénéficiaire, destinataire de droits et qui peut exercer ses droits. Là aussi, on va avoir longue discussion probablement aujourd'hui et dans bien d'autres enceintes sur comment on conçoit ces droits, est-ce qu'ils sont suffisants ou pas, mais c'est un aspect qui mérite d'être souligné, et d'ailleurs qui a été pleinement reconnu, y compris par nos observateurs les plus sévères, type justement le Comité européen de protection des données. En termes, j'arrive à la Constitution, donc un changement du droit américain, des obligations contraignantes pour les services de renseignement, des droits opposables. Ensuite, parlons brièvement des deux principales questions, celle de la nécessité et de la proportionnalité et celle du droit au recours. En termes de nécessité et de proportionnalité, l'executive order, adopté par le président Biden, qui, alors là aussi, il s'agit d'un autre système, donc il faut bien, l'executive order, ce n'est pas quelque chose que le président adopte le matin en se levant en disant je signe un bout de papier, c'est bon. C'est un document évidemment contraignant et qui est le plus élevé dans l'ordre, dans la hiérarchie des actes que peut adopter l'exécutif et qui lie l'ensemble de l'exécutif, y compris bien sûr les services de renseignement. Donc
l'executive order ne se limite pas, comme je l'entends parfois, souvent, trop souvent, à une espèce de saupoudrage. Ah, on a mis de la nécessité, de la proportionnalité, comme ça les Européens sont contents. Non, c'est ça qu'on entend parfois. Non, au contraire, en revanche, l'executive order donne un contenu, une substance à ces principes. Alors, il faut évidemment lire, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont fait. D'abord, c'est un document conséquent. Mais tout d'abord, alors, d'où est cette substance? Très rapidement. Tout d'abord, l'executive order définit, c'était très important pour nous, pour qu'on ne parle pas de nécessité ou de proportionnalité dans le vide. Il définit en termes aussi bien positifs que négatifs les objectifs pouvant donner lieu ou ne pouvant pas donner lieu à des activités de renseignement et de surveillance. Ça, vous l'avez, je ne vais pas venir dans les détails, mais par exemple, en termes négatifs, que les activités de surveillance ne peuvent évidemment pas être utilisées à des fins discriminatoires, pour limiter la circulation des idées, la liberté d'expression, et aussi pour donner un avantage, ils ne peuvent pas, ça c'est la liste négative, pour donner un avantage concurrentiel aux entreprises, entendu les entreprises américaines. Donc ça, c'est déjà très important, c'est le point de départ. Parce que proportionnalité, nécessité, par rapport à quoi? Par rapport à certains objectifs, certains pouvant être poursuivis, lutte contre le terrorisme, etc., d'autres ne pouvant pas être poursuivis. Et ensuite, pour ce qui concerne les facteurs qui doivent être pris en compte par les autorités de renseignement lorsqu'elles décident si elles peuvent entreprendre ou non des activités de surveillance, lorsqu'elles prennent des décisions quant à l'étendue de ces activités de surveillance, quant aux techniques ou technologies utilisées, ces facteurs sont les mêmes, sont très semblables, les mêmes parfois, mot par mot, à ceux énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice. Quels sont ces facteurs? D'abord, le principe que les activités de renseignement doivent être les plus ciblées possibles, qu'elles ne doivent pas affecter de manière disproportionnée la vie privée des individus, et qu'elles doivent tenir compte de toute une série de facteurs, précisément, et c'est ceux qui sont énoncés aussi dans notre jurisprudence, à Luxembourg, à Strasbourg, c'est-à-dire la gravité de la menace en question à la sécurité nationale, l'impact sur le droit des particuliers, la durée des opérations de surveillance envisagées, etc., etc. Le type de données sensibles ou des non sensibles qui pourraient être récoltées. Donc ça, encore une fois, c'est très important. C'est très important pour deux raisons. Un, pour s'assurer que nous avons... Alors, le test d'adéquation n'est pas un test d'identité. On ne va pas chercher des photocopies. Dans ce cas-là, on pourrait parler avec aucun système dans le monde. Mais que nous avons une compréhension semblable de ce qu'on entend par nécessité et proportionnalité aux États-Unis et dans l'Union européenne. Croyez-moi, c'est fondamental et c'est une grande nouveauté. Il y a jusqu'à peu d'années, les États-Unis refusaient d'utiliser même ces termes. Alors qu'ils ont d'ailleurs des notions assez semblables, c'est plus une question idéologique que d'autres, des notions assez semblables dans l'ordre juridique. Enfin, pour ce qui concerne le mécanisme de recours, et en particulier le tribunal. Alors, rappelons qu'il s'agit d'un tribunal indépendant. L'executive order, alors là, c'est contrairement, il y a une espèce de, parfois, de légende urbaine, métropolitaine, le président, là aussi, comme si le président des États-Unis pouvait agir en dehors de tout cadre juridique, il peut se réveiller le matin, il peut abolir le tribunal, il peut renverser ses décisions. Non, tout ça est très précisément discipliné, gouverné par l'executive order et des règlements d'application. Les membres du tribunal doivent être nommés sur la base des mêmes critères qui sont applicables à la sélection des juges de l'ordre judiciaire. Ils ne peuvent recevoir aucune instruction directe ou indirecte du pouvoir exécutif dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs limités, des motifs classiques que nous connaissons aussi dans notre système, par exemple l'incapacité physique ou psychologique d'exercer leurs fonctions. Ce sont là toutes des éléments très importants. Et toujours au sujet du
tribunal. Je sais que le temps passe, mais il est très important aussi de mentionner peut-être deux derniers éléments. Dans cette mise en balance qui a été faite par la CEDH, qui a été faite par le Conseil d'État en France, qui a été faite par la Cour de justice, on accepte qu'il y a des limitations inhérentes au domaine de la sécurité nationale, par exemple, à l'accès du justiciable au débat, à la manière dont le principe du contradictoire est exercé et respecté pour pouvoir protéger la confidentialité des sources, la confidentialité des opérations. Tout cela est accepté par nos jurisprudences. Pour autant que ces, disons, affaiblissements des garanties qui existent dans le contentieux standard, ce que j'appelais normal, soient compensés par d'autres garanties. Mais ces garanties, nous les retrouvons dans le mécanisme que nous avons mis en place. Le justiciable, le particulier, sera représenté par un special advocate, dont la mission exclusive, qui aura accès évidemment à l'ensemble des dossiers, dont la mission exclusive est de représenter les intérêts du particulier. Et pour s'assurer que les débats, évidemment, n'auront pas lieu uniquement entre le tribunal et le gouvernement, les autorités de renseignement. Voilà, très bien. Voilà. Alors, il y a d'autres exemples, mais notamment sur la possibilité d'avoir accès à la décision, etc. Mais nous y reviendrons. Voilà, je dois conclure. Je m'excuse d'avoir pris trop de temps, mais je pense que c'est des éléments absolument fondamentaux pour informer notre débat. Ce qui est important, et là je fais écho à ce qu'a dit monsieur le député en ouvrant nos débats, ce sont évidemment personne n'a de baguette magique ici. Ce sont des questions de mise en balance. Donc, par définition, et nous savons dans notre tradition nationale, dans notre tradition européenne, ce sont des questions extrêmement complexes. Mais ce sont aussi, et ça c'est peut-être le succès du Data Privacy Framework, des questions sur lesquelles nous avons besoin, entre partenaires internationaux, de règles du jeu. D'autant plus dans un monde interconnecté comme le monde numérique. Et il est important, alors que d'autres puissances dans le monde ont des modèles bien différents, il est important de non seulement pouvoir parler de ces questions avec nos partenaires américains et d'autres, hein, je pense aux Japonais, je pense à d'autres, avec lesquels nous avons aussi des accords, de pouvoir non seulement parler avec ces partenaires, mais nous mettre d'accord sur un socle de sauvegarde fondamental qui reflète nos principes démocratiques. Merci. Je vous remercie. Nous reviendrons, j'espère, vers vous pour les questions parce que c'est absolument passionnant. Merci de partager avec nous toutes ces réflexions, ce travail. I just wanted to tell you that we will have question and answer after the second panel. I would like Bruno to comment on what was said because I think that's where the panel starts to be very interesting. Pardon? It's possible to answer. Yes, yes. J'essaie d'utiliser mon meilleur français, mais bon. Voilà. Donc I will now speak Brussels English, which is the. So, I think there are two traps to avoid. J'aurais dit en français deux écueils à éviter. Traps to avoid here. On the one hand, naivety. Of course, this is about huge. I mean, there are stakes here. In terms of trade, in terms of national security, etc. And as you said when you opened the discussion, this is a question of sovereignty. Then it's a question. The problem is how do you exercise sovereignty in a interconnected digital world where physical borders do not matter? And we believe, and I think this Commission has shown that. We have abandoned a certain naivety, but we believe that to exercise sovereignty in that context, you don't exercise it as in a traditional context. You have to work with your partners and try to influence, try to contribute to the development of international standards. So there is that aspect. But if I may, and I apologize already to use that expression, there's another trap to avoid. It's a certain, and I'm saying that as a European, it's a certain cultural arrogance, saying, oh, we are the champion of privacy. They don't have privacy in the US or vice versa. Things are slightly more complicated.
we care about our national security. Think about the debate on data retention in France, in this very house. We all are struggling with that balance. And that's actually a common issue on both sides of the Atlantic. As I said, I don't have a secret formula, but that's very important. If one thing which is good in this transatlantic debate on privacy is that we're a bit less ideological on both sides as we were a few years ago. But the solution will not be in this beauty context. They are bad because they care about national security. We are the champion of privacy. Mm-hmm. Neither is right. I'm sorry to be so simplistic, but I think it's very important. Then we can dive into the details, and as a good civil servant, I have my bullet points, and I can explain you, as I've tried before, what we did, what we didn't do, why we did certain things. But I think that's very important, because it triggers one fundamental question. What is the legal standard here? There's no certainty from the Court of Justice. I mean, it's an evolving standard. It's an evolving standard in national courts. It's an evolving standard in European court. We have, that's why I said we have tried to draw inspiration from solutions from our member states that have been approved by our constitutional courts or the court of, or the European courts. But if that standard is about that balance, and that's typical of fundamental rights. We are so attached to our notion of fundamental rights. Fundamental rights is always about a balance between different rights and a balance between rights and other public interest considerations. And if we don't have that very clear in mind, I think it's very difficult to progress in this discussion, even if this framework is not the right one. I don't think so. But even if this framework is not the right one, we need to keep that very well in mind. And then I cannot answer to, there are many things that I've said to which I fundamentally disagree, not because of a question of view, but because of question of law, of objective questions. That's not what the framework is about. That's not what American law is about, etc. But let me give you two examples. I hear, it's an executive order. So again, the president can wake up in the morning and decide to just change it, amend it, drop it. And there might be another president next year that we might like less and who might be more tempted to do that. 2 points on this. As soon as this is done, as this would done, the whole data privacy framework would fall. And I think the US might have an interest to keep this in place. It's automatic. So, second, why did we, when I started this negotiation, I of course participated to many discussions, including conferences, etc. And all the question was, are you going to ask for change of the statutes, or are you going to be satisfied with an executive order? I was saying my answer, and the answer that we gave with this, it's not the vehicle that matters, it's the result you got. We are talking here in the US not only about surveillance, but foreign intelligence. And foreign intelligence, actually, in the US is mainly governed, because that's, again, we have to work with foreign system that might have a distribution of competence which is different than the one we know in many of our member states in the EU. But foreign intelligence is essentially a competence of the executive branch, of the president. I'm talking in a country where the president has some powers too, so I think I'm not French, but as French you can understand that. And actually, some of the main legal acts that govern foreign intelligence, like Executive Order 12333 that you mentioned, are executive orders. Therefore, if we wanted both to add safeguards and to create a redress mechanism that also had jurisdictions on those particular surveillance programs that concern foreign intelligence, including not only what happens once the data is in the US, but what happens also while the data is being transferred, we came to the conclusion that actually an executive order was the right vehicle that allowed us to add safeguards. So that's also, you need to take, when you're working with a foreign country, you need to take into account its constitutional, its legal framework, I would say even fabric.
And then finally, on the court, I must say, meaning, I can be frank, in any negotiation, you are negotiating, you might be satisfied, less satisfied, fully satisfied about what you obtain. We have clearly concluded as a Commission, knowing there's a strong litigation risk, that we believe that what we have come to satisfy the requirements of the case law. But I frankly don't completely understand all these doubts on the court. The court, and that has been said not by me, not by even the European Commission, but the European Data Protection Board that brings together the, as we're in French, les CNIL européennes, so the data protection authorities of the data protection board. There's no, as said, there's no reason to doubt about the independence and the impartiality of the Data Protection Review Court. The Data Protection Review Court, in terms of remedial powers, has the power, for instance, to order the deletion of data that has been illegally collected. And this is without prejudice to other possibilities, like, for instance, but this is difficult in any system, to obtain compensation. Because, of course, to obtain compensation, you need to fulfill additional criteria before, we say, standard codes. I know I need to finish, but just to give you and here I will have, I'm sorry, I will have to turn to French because the French sentence. Do you know how litigation in the area of national security is done in this country? And I'm not saying that because it's a question of comparing. I hate beauty contests, but those are proper systems that have been approved not only by the legislator when they were created, but also by courts when they were, by Supreme Courts, including of these countries, when they have been tested. Well, en France, il y a d'abord une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui... Non, je finis, c'est deux phrases, mais c'est pour un élément de rationalité dans ce débat, je pense que ça a été important. Comment conclut la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement? Elle se limite à indiquer aux plaignants, pour protéger justement les spécificités et les exigences de la sécurité nationale, qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires sans confirmer ni informer la mise en œuvre des mesures de surveillance, parce que ça porterait préjudice à ces mesures. Ensuite, si un recours est formé devant la formation spécialisée du Conseil d'État, la réponse est tout aussi succincte, à savoir que des vérifications en cause ont été effectuées et n'appellent aucune autre mesure de la part du Conseil d'État. Donc, voilà, c'est là pour montrer que, en réalité, il n'y a pas de différence fondamentale dans la manière dans laquelle, avec le Data Protection Framework, on met en balance ces exigences fondamentales de notre vie démocratique et de notre vie en société. Vivre en société, c'est assurer les droits fondamentaux, mais c'est aussi protéger la sécurité collective. Et c'est toute la difficulté. Mais je m'arrête là, j'ai trop parlé. Merci infiniment. Merci, monsieur le député, nous allons déménager.